Bienvenue, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, il a été reçu par le président Alassane Ouattara, le président de l'Union pour la démocratie et pour la paix, Albert Mabry-Touakeus, a échangé avec le chef de l'État dans le cadre des recommandations du dialogue politique pour le renforcement de la cohésion sociale et de la paix dans le pays. 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, a appelé à une forte solidarité des États membres de l'Organisation de coopération islamique OCI. Les 57 pays sont en conclave à Islamabad. En France, l'agriculture rime avec élevage. Plus de la moitié des terres agricoles sont réservées à l'élevage, dont les fruits représentent 36% de la production agricole totale. La Côte d'Ivoire s'inspire de ce modèle de réussite en vue de changer le destin de son élevage. Nous en parlons dans EcoPlus. Et puis la reprise ce mardi du procès de Thomas Sankara à Ouagadougou. 20 ans de prison requis pour les 12 inculpés, dont le principal accusé, le général Gilbert Diendéré. Merci de suivre l'information sur RTI 1. Dialogue politique en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu ce mardi avec le docteur Abdallah Touakeus Mabry, président de l'UDPCI, un entretien dans le cadre des recommandations issues du dialogue politique initié par le chef de l'État lui-même en vue du renforcement de la cohésion sociale et de la paix en Côte d'Ivoire. Fijanaïma. Dans le cadre de la décrispation de la vie sociopolitique nationale, le président de l'UDPCI, Albert Mabry-Touakeus, a été reçu ce mardi 22 mars pour un entretien au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. J'ai été heureux d'être reçu en audience par le président de la République ce jour. Je voudrais dire que dans l'élan de la fin de la dernière session du dialogue politique, des rencontres avaient été recommandées. Et évidemment, pour ce qui me concerne ce jour, c'était des retrouvailles avec le président de la République. Vous savez la qualité, la durée de ma collaboration avec le président de la République. Donc nous avons évoqué quelques souvenirs, mais pour l'essentiel, nous avons donc parlé de la Côte d'Ivoire, de la paix. Il m'a rappelé son attachement à la cohésion et à la paix et son souhait de voir qu'avec tous les acteurs politiques, ce chantier soit un chantier prioritaire pour l'ensemble des Ivoiriens. Je lui ai également dit tout mon intérêt. Nous avons évoqué quelques points particuliers, notamment les recommandations du dialogue politique relativement à la CEI, à une préoccupation particulière de l'UDPCI concernant le général Robert Gueye. Nous avons également parlé de tout ce qui pourrait contribuer au développement local, puisque je suis certes chef de parti, mais également président de région. Donc, le président nous a conseillé aussi la cohésion entre les cadres de cette région afin que le développement soit possible. Nous avons donc eu des échanges fructueux. Nous avons convenu de nous revoir et nous poursuivrons ces échanges-là pour la paix, pour la cohésion et pour la Côte d'Ivoire. Membre fondateur de la coalition politique RHDP créée le 18 mai 2005, le bureau politique de l'UDPCI a décidé son retrait du RHDP le 2 août 2020. Les États membres de l'Organisation de coopération islamique OCI sont en conclave depuis ce mardi à Islamabad au Pakistan. Ces assises se tiennent dans le cadre de la 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, une réunion de 57 pays représentant 70% de la richesse en pétrole, avec un cumul de 1,9 milliard d'habitants, soit 23% de la population mondiale. Ces pays membres de l'OCI, dont la Côte d'Ivoire, ont dégagé leurs priorités en s'appuyant notamment sur le thème central, établir un partenariat pour l'unité, la solidarité, la justice et le développement. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, a appelé à une forte solidarité des États membres. Nous vous proposons d'écouter un extrait de son propos.
nous voudrions souligner la nécessité pour les États membres de mettre l'accent sur la mise en œuvre des stratégies de partenariat économiques, commerciaux, scientifiques et technologiques intra-OCI. En effet, les défis auxquels fait face le monde musulman nous y invitent plus que jamais. Nous devons donc être à l'avant-garde de tous les combats, notamment contre les pandémies et le terrorisme. Nous devons faire davantage d'efforts pour l'unité, la justice, le progrès et le développement et porter de nouvelles solidarités et de nouvelles aspirations pour nos peuples, individuellement, mais surtout collectivement. Du Pakistan, rendons-nous directement à New York. En marge de la 66e session de la condition de la femme, la ministre Nasseneba Touré vient d'obtenir de l'ONU Femmes 33 milliards de francs CFA, une somme qui va servir au financement du projet usine semi-industrielle des femmes de Côte d'Ivoire. Envoyé spécial à New York, à Mississauga. À New York, la ministre Nasseneba Touré multiplie les rencontres en vue de renforcer les partenariats entre son ministère et les institutions des Nations Unies. Avec Sima Sami Baous, secrétaire générale adjointe de l'ONU et directrice exécutive d'ONU Femmes, il a été question du financement du projet IFAM, un programme pour l'alphabétisation numérique des femmes via le mobile. Autre financement évoqué, celui du projet usine semi-industrielle des femmes de Côte d'Ivoire, USIFEMC. Financement à hauteur de 33 milliards de francs CFA sur 5 ans, dont l'accord a été obtenu de Sima Sami Baous. Avec le directeur des programmes de l'UNICEF, Sanjay Wijesekera, les échanges ont porté entre autres sur l'appui technique et financier des services et structures de prévention des violences, exploitation et pratiques néfastes faites aux enfants, le renforcement des capacités des acteurs et des familles pour une meilleure connaissance des lois, des services et des procédures de protection des enfants. Le directeur des programmes de l'UNICEF a rassuré la ministre Nasseneba Touré de l'examen diligent de ces requêtes afin de les soumettre aux différents partenaires de l'institution. À la mission permanente de Côte d'Ivoire à New York, la ministre Nasseneba Touré s'est entretenue avec Maria José da Fonseca, la secrétaire d'État à l'égalité et l'inclusion de la République du Timor oriental en Asie du Sud-Est, est venue solliciter le soutien du gouvernement ivoirien à la candidature de son pays au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2024-2026. Outre ces audiences, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a pris part à l'événement virtuel parallèle à la CSW66 organisé par l'Association internationale des femmes pour la paix. C'était autour du thème « Renforcer la voix collective des hommes, leadership et prise de décision, éducation à la paix pour l'autonomisation des femmes ». L'événement virtuel a enregistré la participation en ligne de plus de 350 délégations à travers le monde. Le Sénégal abrite le 9e Forum mondial de l'eau. L'événement international réunit des décideurs politiques, institutionnels et économiques. Leurs réflexions tournent autour de la préservation des ressources en eau dans le monde. La Côte d'Ivoire participe à ce rendez-vous mondial. Retrouvons à Dakar notre envoyé spécial, Moussa Konaté. 9e Forum mondial de l'eau à Dakar au Sénégal. Une rencontre internationale pour approfondir les réflexions sur la problématique de l'eau dans le monde. Thème de cette édition 2022, la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Alors, mesdames et messieurs, à l'occasion de ce forum, disons, écrivons nous-mêmes le futur de l'eau. Reprenons la maîtrise du cycle de l'eau, car nous sommes rassemblés ici, ne voulant qu'une chose, j'en suis certain, que l'eau, la nature et l'homme redeviennent d'inséparables amis. Gagner la bataille de la sécurité de l'eau grâce à un engagement collectif, décideurs politiques, organisations internationales, institutions financières, tous donnent de la voix pour la préservation des ressources en eau. 2,1 milliards de personnes sont contraintes de consommer de l'eau polluée. Et 80% des eaux sont rejetées dans la nature sans aucun traitement, mettant en péril la santé et la vie de 4,5 milliards d'individus.
90% des 1000 catastrophes naturelles les plus dévastatrices depuis 1990 sont liées à l'eau. Tout laisse croire que si rien n'est fait, la situation ira de mal en pire. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous mondial de l'eau. La délégation ivoirienne, composée de représentants des ministères en charge des eaux et forêts, de l'assainissement et de l'environnement, est conduite par Laurent Tchagba, le ministre de l'Hydraulique. C'est vraiment un forum d'échange et c'est un enjeu important parce que l'eau qui est source de vie, si on ne prend pas de dispositions, va manquer. Et en ce moment, la vie n'existera plus. Donc c'est un enjeu pour nous de venir s'instruire, récupérer des expériences pour aller travailler sur le terrain. L'ouverture officielle du 9e Forum mondial de l'eau a été marquée par la remise du Grand Prix Hassan II de l'eau, une récompense destinée aux acteurs engagés dans la protection de l'eau, décernée cette année à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La production d'eau potable dans le district d'Abidjan a quasiment doublé de 2011 à 2018. Mais l'État de Côte d'Ivoire fait face à un phénomène, celui du gaspillage des ressources en eau. Différents secteurs d'activité sont pointés du doigt. Notre équipe de reportage a visité des stations de lavage d'automobiles réputées pour leur forte consommation en eau. Jean-Marc Djadji. Une station de lavage en pleine activité à Marcory, dans le district d'Abidjan. Des véhicules sont passés au peigne fin, à la brosse et à l'appareil électrique de nettoyage. Au même endroit, un nettoyeur de haute pression en marche, avec des eaux qui ruissellent de part et d'autre. Le décor est planté. Laurent est un habitué des lavages, il fait son constat. Mais quand on rentre dans un coin de lavage auto, d'abord même le catcher ne mesure pas la quantité d'eau qu'on utilise. Ça fait sortir beaucoup d'eau. Donc, sur la violence, le jet d'eau qui sort, afin que l'eau est beaucoup gaspillée. Au quartier Anoumabo, dans ce lavage de fortune, des fûts vétustes entreposés servent à alimenter en eau des tuyaux usés pour le nettoyage des véhicules. Pour l'approvisionnement en eau, ici, on a une autre astuce. Nous, on travaille actuellement avec un forage. Par la ici, on ne peut pas. C'est un compteur commercial qu'on va prendre à la source ici. Quelque chose, ça ne n'arrange pas. Donc, on pouvait prendre un truc de forage pour pouvoir travailler. De ces conduites d'eau en mauvais état, s'échappent chaque jour des litres dans l'indifférence des propriétaires. Non loin de là, ce sont des robinets ouverts qui laissent couler de l'eau à un débit souvent au maximum. J'ai fait des barriques pour travailler. Les samedis, dimanches, j'ai fait 7. Souvent, j'ai fait 7. Mais les autres jours, 3 ou bien 2. Une citerne d'eau utilisée sans réserve dans ces lavages correspond à 1000 litres en moyenne par jour. La consommation moyenne d'eau par jour et par habitant Côte d'Ivoire est estimée à 72 litres selon des données de la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire. Il y a plein de lavages de voitures qui ont des fuites d'eau. C'est ce que j'ai dit, c'est presque chez tout le monde. Nous, on a besoin d'eau potable pour boire. Eux, ils ont besoin pour laver leur voiture. C'est vrai, mais que chacun fasse attention à l'autre. Parce que lui, son gaspillage fait que moi, je ne trouve pas l'eau au quartier. Or, moi, c'est pour boire. Lui, c'est pour chercher à manger. Il faut qu'on s'entende, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on fasse un recours vers les spécialistes pour nous aider à ne pas gaspiller l'eau. L'on enregistre près de 70% de taux de gaspillage d'eau dans les établissements publics et 30% dans les ménages et autres secteurs d'activité. Une fuite d'eau est égale à près de 100 litres gaspillés par heure. Une perte d'environ 7 milliards de francs CFA selon l'Office national de l'eau potable. Des efforts du gouvernement sont consentis pour multiplier les capacités de production d'eau potable dans le pays. À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, l'État de Côte d'Ivoire invite les consommateurs à protéger les ressources en eau. Et on part maintenant pour le dossier EcoPlus de ce soir. Il s'intéresse à la corrélation agriculture-élevage. En France, c'est l'élevage qui est la locomotive et qui apporte ses lettres de noblesse à l'agriculture. Plus de la moitié des terres agricoles sont réservées à l'élevage, dont les fruits représentent 36%
de la production agricole totale. Une réussite que le pays présente chaque année au Salon international de l'agriculture de Paris. Et la Côte d'Ivoire s'imprègne de ce modèle afin de changer le destin de son élevage. Jean-Luc Mangbo. Des animaux à admirer, des produits à savourer, des éleveurs et producteurs à rencontrer. La 58e édition du Salon international de l'agriculture de Paris n'aura pas dérogé à la règle. Le parc des expositions, à la porte de Versailles, a été la plus grande ferme de France pendant une dizaine de jours. L'élevage et ses dérivés, les principales attractions. Comme Neige, l'égérie du salon. Cette vache de la race Abondance et son éleveur ont été la star et le visage du salon de l'agriculture. Les races sont choisies par le salon. Chaque année, il y a une nouvelle race qui est choisie. Ensuite, la race choisit un éleveur. Comme c'est le cas depuis plusieurs éditions, c'est l'élevage qui est mis en avant au cours de cet événement. En étant vache égérie du salon, je suis aussi le porte-parole de tous les agriculteurs de la France. Cette représentativité de l'élevage au Salon de l'agriculture de Paris témoigne de la place qu'occupe ce secteur dans le pays. Avec 146 000 km², les terres dédiées à l'élevage bovin, ovin et caprin représentent près de la moitié de la surface agricole nationale. La France détient ainsi le premier cheptel de l'Union européenne. Un succès derrière lequel se cache une histoire et une volonté politique. L'industrialisation dans les années 50, 60, 70, 80 a été un problème pour nos races. Parce qu'on a tous voulu aller sur des races faciles à adapter, qu'on pouvait concentrer, qui avaient plus de marketing. Et on a négligé un petit peu, on a laissé tomber certaines races petites qui étaient bien adaptées à certains écosystèmes. Et a été mis en place par le ministère de l'Agriculture dans les années 80 un programme de sauvegarde des petites races qui existe toujours. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a sauvegardé presque une quinzaine de petites races françaises et on a fait la même chose dans les chèvres et on fait la même chose dans le mouton. Entre autres races bovines qui font aujourd'hui le succès de l'élevage français, Holstein, Aubrac, Limousine, Abondance, Montbéliarde et surtout Charolaise, omniprésente au Salon de Paris. C'est la première race en France et dans le monde. C'est une race à viande très rustique qui s'adapte partout dans les pays chauds et les pays froids. En France, l'échelle des fermes est plus familiale. L'agriculture reste en grande partie un métier qui se transmet de père en fils. Mais aujourd'hui, on retrouve de plus en plus de femmes chefs d'exploitation, comme Lise Chastain, gérante d'une exploitation d'une 60aine de vaches Aubrac. On peut mettre longtemps pour mettre au point un troupeau avec une génétique assez lissée, on va dire, mais il faut bien compter entre 5 et 10 ans. Ça peut monter vite quand on fait les bons choix. Célia Bonabri, elle, participe à son premier salon avec Olympique, un taureau reproducteur charolais d'une tonne et demie. C'est ce qui me tient à cœur, le travail de la terre, faire pousser du blé, nourrir des animaux, les faire vivre. On est agriculteur avec, donc on a 90 vaches de cette race charolaise à la maison et aussi 90 vaches pour la production laitière. Le métier d'éleveur se féminise et s'ouvre à de nouveaux publics. Il évolue rapidement avec l'utilisation de nouvelles technologies que les lycées agricoles se chargent d'inculquer aux plus jeunes. La formation constitue en effet un des secrets de la réussite de l'élevage en France. C'est pourquoi il lui est consacré une place de choix au salon. On participe au trophée international de l'enseignement agricole, donc, où on met en concurrence tous les lycées agricoles de France. Ça met en valeur notre région, notre établissement où on se forme tous les jours pour apprendre notre métier. Une chose est de se doter d'une politique d'élevage durable, une autre est de garantir une absorption des produits de cet élevage à travers l'exportation et la consommation locale. Le fromage reste l'un des symboles de la diversification des produits d'élevage qui accroît entre autres le niveau de consommation.
fabriqués à base de lait de vache, de chèvre ou de brebis. Au Salon de l'agriculture, ce sont des centaines de variétés de fromages qui sont représentées. Notre Roquefort est fabriqué qu'avec nos brebis de race Laconne et on le retrouve dans le monde entier. En France, il existe plus d'un millier de variétés de fromages, tellement différentes les unes des autres que des ateliers de dégustation sont organisés pour en faire la découverte. Des découvertes qui se font très souvent en famille. Les 9 jours que dure le Salon international de l'agriculture sont totalement insuffisants pour faire le tour de l'immense richesse de l'élevage français. 25 500 milliards de chiffre d'affaires pour les industries agroalimentaires de transformation. Une richesse qui n'empêche pas le pays de faire la promotion de ce secteur chaque année. La Côte d'Ivoire est l'un des participants les plus assidus à cet événement. Notre pays voudrait en effet s'inspirer de ce modèle de réussite et rendre son élevage moins dépendant des pays voisins. Ressources animales, l'élevage, vitrine de l'agriculture française, un dossier réalisé par Jean-Louis Gbangbo. Et on revient en Côte d'Ivoire pour parler de bonne gouvernance. La Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs mène une réflexion. Elle porte sur l'harmonisation et l'efficacité des interventions des acteurs de la bonne gouvernance. L'objectif étant de renforcer le cadre de concertation entre les structures de bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Issa Yeo. Les institutions en charge des questions de bonne gouvernance en Côte d'Ivoire veulent travailler en toute intelligence et de façon concertée. À l'initiative donc de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, CNMAEP. Une rencontre entre les experts de ces structures s'est déroulée à Assini pour définir les différentes stratégies de collaboration. Depuis 2011, son Excellence le Président de la République a pris de grandes initiatives en matière de bonne gouvernance. Ces initiatives ont fait qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs structures qui travaillent sur la question. Il est donc important que nous puissions nous retrouver pour réfléchir ensemble, pour nous organiser davantage, afin de pouvoir adresser ces questions en symbiose, en pleine complémentarité. Les représentants des inspections générales d'État et de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ont exprimé leur reconnaissance au président de la CNMAEP pour avoir été associé à ces réflexions. C'est une initiative qu'il faut saluer et de faire en sorte que nous ayons une certaine cohésion, que nous analysions encore un peu mieux nos compatibilités, que nous définissions encore plus les objectifs vers lesquels nous devons aller à pas de charge pour être conformes aux ambitions du président de la République. Ça va permettre de s'asseoir, d'organiser l'écosystème pour qu'on soit plus efficace à travers les moyens humains, matériels et financiers qui sont à notre disposition. Et aussi devenir un modèle duquel les gens pourraient venir s'inspirer. Au terme de 5 jours de travaux, les experts des structures de bonne gouvernance ont pris l'engagement de mutualiser leurs efforts pour une bonne gestion des affaires publiques en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation porte à la connaissance des populations que l'opération d'établissement d'actes de naissance aux élèves en classe de CM2 qui n'en disposent pas démarre ce lundi 21 mars 2022 dans les écoles primaires publiques sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, les parents des 69 523 élèves concernés sont priés de se rendre dans les écoles de leurs enfants pour les formalités au plus tard le vendredi 8 avril 2022, délai de rigueur. À l'issue de cette opération exceptionnelle, les élèves sans extrait d'acte de naissance ne pourront pas être candidats pour la session 2022 de l'examen du CPE. Comment renforcer l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire, avec l'implication des associations des personnes en situation de handicap et l'appui du PNUD, la Commission électorale indépendante CEI s'engage à mener la réflexion. Sidonie Davila. Ils sont souvent frustrés de ne pouvoir exercer leur droit de vote dans des conditions aisées. Handicapés moteurs, visuels, auditifs et autres. Les personnes en situation de handicap dans leur ensemble disent rencontrer des problèmes multiples. Notamment l'accessibilité des lieux de vote, le vote des personnes
handicapés non-voyants qui se font assister à chaque fois le matériel adapté aux votes des personnes handicapées. Pour une meilleure prise en compte de leurs difficultés, des réflexions sont menées sur le renforcement de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire. Personnellement, il y a quelques années en arrière, j'ai dû bloquer un bureau de vote parce qu'il m'avait été impossible d'avoir accès à l'isoloir parce que je suis personne en situation de handicap visuel. Et on m'a dit que le vote étant secret, je ne pouvais pas y accéder avec quelqu'un de mon choix. Et donc je me sens vraiment satisfaite qu'on ait été entendu et que notre droit de personnes citoyennes aussi soit pris en compte. Une joie que partage la tutelle. Le ministre Adama Kamara incite les associations des handicapés à parler d'une seule voix. Si vous êtes unis, vous serez forts. En initiant cette rencontre, vous facilitez ainsi l'accès de façon concrète des personnes handicapées au processus électoral, faisant montre de votre intérêt de les voir jouir de leurs droits en tant que citoyens aptes à contribuer au développement de notre pays. À travers cet atelier qu'elle organise avec le soutien du PNUD, la Commission électorale indépendante CEI s'engage à promouvoir la participation inclusive des personnes handicapées aux processus électoraux. Venons nous asseoir. Expliquez-nous ce qui est votre problème. Et ensemble, nous allons en tenir compte pour ce qui est faisable. Nous allons voir ce qui est à prendre en compte pour faire des propositions au gouvernement en matière électorale vous concernant, et puis ensuite examiner les modalités pratiques d'exécution de ce que vous souhaitez. Selon l'Institut national de la statistique, on estime en 2020 à 457 422 000 les personnes en situation de handicap en âge de voter. Le dialogue communautaire est-il un outil de renforcement de la cohésion nationale ici en Côte d'Ivoire? Le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a lancé la réflexion. Une rencontre avec les responsables communautaires, les populations et l'appui du Centre suisse pour le dialogue a permis de plancher sur la question et aussi sur celle de la prévention des conflits communautaires. Abou Sanogo. Dialogue intercommunautaire. Outil de renforcement de la réconciliation, de la cohésion nationale et de la paix. Thème de l'atelier de réflexion stratégique qui s'est tenu à Grand Bassam. 3 jours durant, les participants ont débattu sur les enjeux liés à la réconciliation et à la cohésion nationale en Côte d'Ivoire. Il s'est agi de façon spécifique d'identifier les défis liés au dialogue communautaire, à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale. Et cette rencontre, organisée par le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, a bénéficié de l'appui du Centre suisse pour le dialogue humanitaire. Ce que nous avons appris, c'est que notre méthodologie de prévention et de gestion des conflits locaux que nous avons développée au Sahel et ailleurs en Afrique francophone pourrait être profitable ici en Côte d'Ivoire et nous nous réjouissons de réfléchir avec monsieur le ministre sur les suites d'une collaboration pour œuvrer à la paix en Côte d'Ivoire ensemble. Il faut donc un temps pour réfléchir, mais il y a aussi un temps pour agir. Nous avons réfléchi, on a identifié les éléments sur lesquels on va travailler. Maintenant, nous allons passer au deuxième temps, le temps de l'action. Parce que la Côte d'Ivoire a beaucoup de défis pour lesquels il y a peu de temps à perdre. Les participants à cet atelier étaient constitués essentiellement du corps préfectoral, de la société civile, de la chefferie traditionnelle, des jeunes, des femmes, des mouvements associatifs et des guides religieux. Dans l'Anyébi-Tiassa, plusieurs villages se sont réunis afin de faire le point des projets de développement qui ont été exécutés dans leurs différentes localités. Les populations se félicitent notamment pour les avancées en matière d'adduction en eau potable et en électrification. Elles ont rendu hommage au gouvernement et au chef de l'État, sans oublier de soumettre à des doléances pour encore améliorer leurs conditions de vie. Godefroy Okambawa. Bitumage du tronçon desservant les villages de Yapopa, Yapoga, Petit Yapo et Grand Yapo en 2021. La réalisation de ce projet structurant, après l'électrification des 4 villages et l'accès à l'eau potable à Grand Yapo, les populations de l'Anyébi-Tiassa ont tenu à manifester leur gratitude au président de la République.
Le goudron n'est que le début du développement. Et vous avez visité le village, tout le village est pratiquement bitumé. Et nous disons encore merci au président de la République pour cela. Les populations de Yapokpa, Yapoga et Petit Yapo attendent patiemment l'eau courante. Les travaux de canalisation sont en cours, ce qui annonce plusieurs autres réalisations dans toute la région de l'Agné-Bichiassa. La région de l'Agné-Bichiassa a compris que le chef de l'État fait un bon travail à la tête du pays et que eux qui se croyaient oubliés, ils sont dans le cœur et la préoccupation du chef de l'État. Ils ont égrené toutes les réalisations de cette localité, mais je pense que c'est un peu partout, que ce soit ici, dans d'autres cantons, on bénéficie vraiment d'importants investissements. Ils veulent sceller un nouveau mariage avec le chef de l'État et se mettre à sa disposition. Apporter l'eau potable et l'électricité à tous les villages de plus de 500 âmes, telle est l'ambition du chef de l'État. Les populations l'ont si bien compris qu'elles ont décidé d'accompagner le président Alassane Ouattara et son gouvernement dans ce vaste projet de développement de la Côte d'Ivoire. Dernier point de ce journal, le Burkina Faso. Les plaidoiries ont repris dans le procès des assassins présumés de Thomas Sankara. Aujourd'hui, à Ouagadougou, les avocats des accusés ont pris la parole après 3 semaines. 20 ans de prison requis pour les 12 inculpés, dont le principal accusé, le général Gilbert Diendéré. Les plaidoiries ont commencé avec les avocats des médecins qui sont accusés d'avoir donné un faux certificat de décès sur les causes de la mort de Thomas Sankara. Elles vont se poursuivre toute la semaine jusqu'à vendredi. À suivre tout de suite après ce journal sur RTI 1, le débat politique. Fatim Dédjé et ses invités s'intéressent ce soir au coup d'État en Afrique. Merci donc de rester avec nous sur RTI 1. Bonsoir.